Alors bonjour, on vient vous parler aujourd'hui des événements qui ont entouré la première vague de COVID-19 au Laboratoire de santé publique du Québec. Le Laboratoire de santé publique du Québec a comme mission principale de détecter les phénomènes infectieux émergents, surtout ceux qui peuvent causer potentiellement une pandémie. On peut penser par exemple à la grippe H1N1 en 2009, au SRAS-CoV-1 au début des années 2000, au virus de la Mpox ou à la grippe aviaire dont on parle présentement. Donc, malheureusement, au LSPQ, on était très occupés pendant la première vague de COVID et on a désormais une époque pré-COVID et une époque post-COVID. Tout a débuté pour nous en décembre 2019. Juste avant notre départ pour le congé des fêtes, notre responsable nous avise qu'un nouveau virus est en circulation en Chine et que nous devrons débuter la validation d'une nouvelle PCR à notre retour du congé. Aussitôt l'ensemble des réactifs reçus en janvier 2020, on débute la validation de cette nouvelle analyse PCR. Dès le 22 janvier, nous avions complété la validation et notre premier échantillon est arrivé le 23 janvier 2020. Pour les quelques jours de janvier, nous avons analysé 21 échantillons, 174 pour le mois de février et plus de 30 000 pour le mois de mars 2020. Notre premier échantillon détecté au LSPQ pour la province de Québec a été trouvé le 27 février 2020. Donc, devant le nouveau phénomène infectieux, il a fallu rapidement développer un test. La collaboration internationale nous a vraiment bien servi. Il faut dire que la Chine a rapidement séquencé le virus qui causait le syndrome de la COVID-19, qu'on appelait à l'époque le coronavirus nCoV, qui est devenu le SRAS-CoV-2, et a distribué la séquence mondialement dès le début du mois de janvier. On peut observer que le SRAS-CoV-2, dont la séquence elle est décrite ici, a environ 80% de similarité avec le SRAS-CoV-1 pour lequel on avait déjà un protocole bien établi au laboratoire de santé publique depuis le début des années 2000. Donc, vous voyez que la séquence du SRAS-CoV-2 est très similaire au SRAS-CoV-1, mais quand on arrive avec les coronavirus plus communs, on a énormément de différences. Donc, on était assez certain sur papier qu'en modifiant légèrement nos sondes et amorces qui servaient à détecter le SRAS-CoV-1 pour l'ajuster à la séquence du SRAS-CoV-2, qu'on serait capable de détecter facilement le SRAS-CoV-2, mais qu'on serait aussi spécifique, c'est-à-dire qu'on n'accrocherait pas les virus qui causent le rhume commun. Donc, dès le début du mois de janvier, on a eu un test PCR traditionnel disponible au Laboratoire de santé publique du Québec pour tester si on avait des demandes, des suspicions finalement de COVID-19. Mais il faut savoir qu'un PCR traditionnel, c'est à risque de contamination, c'est quand même long à réaliser et la détection se fait sur un gel d'agarose, il faut prendre une photo. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à haut débit. Donc, rapidement, on s'est mis à la tâche de réaliser une PCR en temps réel. Ça a été réalisé par le Dr Hugues Charret, notre spécialiste clinique en biologie médicale au laboratoire de biologie moléculaire, qui a déjà élaboré des protocoles de PCR en temps réel pour d'autres agents infectieux. Donc, avec les protocoles qu'on faisait habituellement, nos produits chimiques habituels, nos mix de oligonucléotides et nos cycleurs, Hugues a dessiné finalement une sonde qui est basée sur le gène N du SRAS pour arriver à détecter à l'intérieur du tube le SRAS-CoV-2. Donc, une PCR en temps réel, la différence avec un PCR traditionnel, c'est que pendant que se fait l'étape d'amplification, on va aller détecter la fluorescence émise par le produit qu'on recherche finalement, par le gène qu'on recherche. Donc, vers la fin du mois de janvier, on avait un test de détection en temps réel qui était disponible. On a quand même comparé
les séquences qui avaient été faites par d'autres chercheurs. Le protocole de Corman et associés, qui a été publié à partir de l'Allemagne, a été utilisé par plusieurs laboratoires dans le monde. Donc, on a essayé la séquence pour voir si la PCR serait plus efficace avec sa recette. Et on a essayé aussi la séquence qui avait été dessinée par le Laboratoire national de microbiologie. Mais pour nos paramètres analytiques, finalement, la cible qui avait été dessinée au Laboratoire de santé publique, c'était celle qui avait le plus d'efficacité. On peut voir ici qu'on détecte plus précocement le produit d'amplification avec notre cible. Donc, pendant qu'on travaillait à la détection par PCR en temps réel, on a une autre équipe aussi qui s'est mis à développer des protocoles de séquençage du SRAS-CoV-2 en collaboration avec des académiciens. Initialement, c'était relativement simple de suivre l'évolution génétique du SRAS-CoV-2, étant donné que les lignées préoccupantes avaient quelques nucléotides de différence. Et aussi, généralement, quand on avait l'émergence d'une lignée préoccupante, elle remplaçait toutes les lignées précédentes. Donc, le suivi était relativement simple jusqu'en novembre 2021, où est-ce qu'on a le variant Omicron qui a émergé. Et à ce moment-là, le virus s'est mis à muter davantage et on a eu de multiples lignées qui se sont mises à circuler de façon simultanée, avec de multiples mutations de différence d'une lignée à l'autre, ce qui a rendu quand même beaucoup plus complexe le suivi génétique du SRAS. Ça a été très utile, le séquençage du SRAS-CoV-2. On s'en est servi pour suivre les lignées préoccupantes, pour essayer de prévoir des nouvelles vagues de transmission de la COVID. On s'en est servi aussi pour vérifier l'efficacité des traitements qui étaient disponibles au Québec pour les patients plus à risque de complications du SRAS-CoV-2. On a pu étudier aussi chez des patients immunosupprimés l'évolution à l'intérieur du patient du virus qui devenait résistant à ces traitements. Ça nous a permis aussi d'investiguer certaines éclosions à l'intérieur de milieux fermés. Et ça nous a permis aussi d'élucider ce qui est arrivé lors de la première vague de COVID en mars 2020. Après la semaine de relâche, en fait, on n'a pas eu une seule introduction de SRAS-CoV-2 qui a provoqué notre première vague, mais de multiples introductions qui ont provoqué de multiples petites épidémies. Ce qui a fait que rapidement, les autorités de santé publique ont eu du mal à faire efficacement le traçage des cas et des contacts. Notre printemps V20 a donc été rempli de dizaines de milliers d'analyses à effectuer au LSPQ 7 jours sur 7. Beaucoup d'employés du LSPQ ont délaissé leurs tâches habituelles pour venir nous aider à la gestion des échantillons de la COVID-19. Ces personnes ont participé à la réception des échantillons, à la saisie, à l'étiquetage et à la préparation des échantillons pour qu'ils puissent être analysés. La majorité des échantillons étaient reçus de l'ensemble de la province du Québec. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, ça représente une demi-journée de réception. C'était donc des centaines de colis qui étaient reçus contenant 1 à 50 échantillons. Tout le monde a donc mis la main à la pâte pour passer à travers cette première vague. Donc, une fois qu'on avait une PCR en temps réel disponible au LSPQ, ça a été urgent de se mettre à décentraliser le test vers d'autres centres qui étaient capables d'importer la recette de PCR du LSPQ. Il faut comprendre qu'il fallait avoir validé notre test et ça nous prenait aussi des échantillons positifs pour vérifier finalement que le protocole qui était disponible dans le réseau fonctionnait bien. Donc, on était en contact avec des centres hospitaliers universitaires qui avaient des capacités techniques, des connaissances et des équipements qui ressemblaient à ceux qui étaient disponibles au Laboratoire de santé publique du Québec pour importer le test. On a aussi d'autres organismes gouvernementaux, comme le MAPAC, par exemple, qui ont testé lors de la première vague. Certains laboratoires d'université et même certains laboratoires privés ont levé la main pour pouvoir tester la population du Québec. Pour aider à la décentralisation des analyses vers le réseau, le LSPQ a participé à la production de dizaines de milliers d'échantillons de contrôle positif qui ont pu être utilisés sur les différentes plateformes dans les centres hospitaliers. Le LSPQ a aussi produit des dizaines de panels de validation pour permettre aux différents technologistes dans le réseau d'être conformes pour les résultats d'analyse de la COVID-19.
Le LSPQ a aussi participé à la validation de nouvelles trousses de prélèvement, telles des écouvillons 3D, et de la production de nouveaux milieux de transport pour conserver les prélèvements. Et finalement, le LSPQ a aussi participé à la validation de nouveaux types de prélèvements respiratoires en faisant des tests pour la salive et le gargarisme. Le LSPQ recevait toutes les trousses commerciales pour ensuite les redistribuer de façon centralisée à tous les hôpitaux du Québec. Il faut savoir que ces réactifs étaient reçus à moins 80 degrés Celsius. Donc, on devait les réemballer sur glace sèche tout en suivant les numéros d'inventaire, les numéros de lot et les dates d'expiration. La pénurie mondiale a fait que nous étions en manque de plusieurs items. Donc, on manquait de réactifs, de milieux de transport, d'écouvillons pour les prélèvements et des masques pour la protection du personnel. Les employés du LSPQ ont même été recrutés pour pouvoir faire l'essai de nouveaux écouvillons, les écouvillons qu'on a parlé un peu plus tôt, les écouvillons 3D. Dans un contexte de pénurie de réactifs, on a voulu maximiser le nombre d'analyses qu'on pouvait faire avec chaque goutte de produit. Donc, c'est ici qu'on a utilisé la technique de pooling que je vais vous expliquer. Donc, on utilise plusieurs échantillons qui sont tous mis dans le même tube et on fait une analyse pour l'ensemble des échantillons. Si l'analyse est négative, donc tous les échantillons contenus dans le tube sont nécessairement négatifs. Et si le tube poolé est positif, alors on doit reprendre tous les échantillons individuellement pour déterminer quel échantillon est positif parmi le groupe. Donc, l'arrivée de la COVID-19 a été source de stress, beaucoup de travail du côté du laboratoire de santé publique, mais on est fiers quand même de plusieurs bons coups et des innovations qui ont eu lieu à l'intérieur de nos murs. On a, par exemple, élaboré des protocoles ISO qui listent chaque étape pour l'implantation des PCR dans le réseau. On a aussi, devant la pénurie de milieux de transport, vous savez, le petit liquide dans lequel on trempe l'écouvillon, on a élaboré des nouvelles recettes. Il a fallu qu'on se montre inventif pour pouvoir transporter ces écouvillons-là dans un milieu de transport. On a aussi été le premier laboratoire au Canada à pouvoir faire pousser le SRAS-CoV-2. Ça nous a aidé non seulement à fabriquer du matériel de contrôle pour nos laboratoires, mais ça nous a permis aussi de fournir des variants préoccupants aux académiciens qui, eux, effectuaient de la recherche pour fournir davantage de connaissances aux décideurs de santé publique. Merci.